Comment sortir de la dépendance affective? Ce que personne n'explique vraiment. Si tu regardes cette vidéo, il y a de grandes chances pour que tu te sois déjà dit « Je pense que je suis dépendante affective, mais je sais pas vraiment comment faire pour en sortir. Je sais pas par quel bout commencer. On m'a dit que ça venait de l'enfance, on m'a dit que c'était des blessures d'abandon, tu t'étais juré de pas écrire ce message, et t'as fini par l'envoyer quand même. T'analyses ses silences, ses réponses, ses changements de ton de voix, ses petites fluctuations d'investissement pour le couple. Parce qu'il est plus stressé, il est dans la lune, il y a une urgence ailleurs. Mais pour toi, ça devient la preuve qu'il se désintéresse de toi, qu'il est en train de partir, de s'éloigner. Tu comprends pourquoi tu réagis comme ça, mais sur le terrain, tu continues de faire pareil. Tu sais que tu devrais lâcher prise, mais ton corps, lui, il suit pas. Les déclencheurs sont toujours aussi intenses. Et peut-être que tu as déjà tout essayé. Tout ce qu'on te conseille, de regarder des vidéos, de comprendre que ça vient certainement de l'enfance, alors tu as retracé ton schéma familial, les potentielles blessures d'abandon, quand ta meilleure amie à 8 ans t'a dit qu'elle voulait plus être copine avec toi, on t'a dit qu'il fallait s'aimer plus, travailler sur ton estime, sur ta confiance en toi. Et pourtant, dans la vraie vie, rien ne change vraiment. Et si c'était pas parce que tu ne faisais pas assez d'efforts, mais plutôt parce qu'on t'explique mal ce qui se joue vraiment à l'intérieur et comment le changer concrètement au jour le jour. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que dans la partie 3, je te donne 4 pistes pour sortir de la dépendance affective. Partie 1, pourquoi? Comprendre ne suffit pas. La dépendance, c'est pas un manque de volonté. J'ai moi-même été extrêmement dépendante dans ma première relation amoureuse et c'est pas non plus un défaut de maturité, c'est pas une faiblesse, c'est vraiment un mécanisme de survie émotionnelle. Par exemple, quand l'autre va mettre un peu de temps à répondre ou qui s'éloigne, qui prend de la distance parce qu'en ce moment il y a trop de conflits, il a besoin de se retrouver un petit peu seul, il devient moins disponible parce qu'il y a une urgence professionnelle ou une urgence familiale ou qui change d'énergie. Ton corps, il réfléchit pas, il réagit direct. Tes yeux vont alors se poser sur tous les micro-détails qui viendront confirmer que, oui, effectivement, il se désengage de la relation, il s'éloigne de moi. Il est un peu plus distant, il offre plus de fleurs, alors qu'au début de la relation, il le faisait. Il est plus dans sa tête ou sur son téléphone quand vous êtes ensemble. Il a pas mis l'emoji bisou cœur. Et là, ton attention, elle se verrouille. Tu te mets à observer le ton dans ses messages, le nombre de mots, les silences, les gestes, ce qu'il ne fait plus. T'es complètement en alerte. Quand t'es dans la dépendance affective, ton cerveau, il a appris une chose, très simple. Ma sécurité dépend de sa disponibilité. Donc, au moindre signe perçu comme un désengagement, moins de disponibilité à ton égard, ton cerveau passe en mode hypervigilance et tu deviens un radar. Sauf qu'un radar, ça cherche pas les beaux paysages. Ça cherche le danger. Ça cherche le flic aux jumelles cachées derrière le pont. Alors, pourquoi ton indépendance naturelle s'effondre quand tu commences à t'attacher? Je le vois à chaque fois. Quand elles sont célibataires, elles sont pétillantes, elles ont des projets, des amis, une super routine, elles font du sport, elles sont bien dans leur peau, dans leur vie, elles ont de l'énergie dans leurs projets, elles sont leurs propres piliers, elles sont fières d'elles. Et quand elles commencent à s'attacher à quelqu'un, bam, tout bascule. Elles deviennent complètement accros, dépendantes. Leur sécurité, leur bien-être émotionnel dépend de la disponibilité de l'autre. Mais alors pourquoi il se passe ça? Pourquoi je deviens subitement plus dépendante de quelqu'un alors que quand je suis célibataire, tout va bien? Pas un manque de volonté, c'est un mécanisme de survie émotionnelle. L'indépendance s'effondre quand tu commences à t'attacher parce que le lien devient alors une béquille. Célibataire, t'es ton propre pilier et en lien, tu commences à utiliser l'autre pour réguler tes émotions. Calme, validation, réassurance. En fait, ton cerveau cherche à réduire l'anxiété. Et comme dans les moments de fusion avec ton partenaire, dans les moments où il te donne beaucoup d'attention, de compliments, de messages valorisants,
avec des cœurs, des mon amour, ça dope ton cerveau parce que ça lui envoie de l'adrénaline, de la sérotonine, de la dopamine, toutes ces merveilleuses petites hormones du bonheur. Et même si tu étais joyeuse, pétillante, totalement libre et indépendante quand tu étais célibataire, en lien, tu te dis waouh, c'est bon, ça va être ma source de joie, de paix, de sécurité, c'est trop bon. Et c'est comme toute dépendance. Un fumeur, il vit très bien avant de fumer sa première clope et de devenir accro. Un alcoolique vit très bien avant de commencer à boire de l'alcool et à devenir accro. Un parieur vit très bien avant de commencer ses premiers paris et de devenir accro. Maintenant, il y a aussi un paradoxe là-dedans. Pourquoi, du coup, j'agis comme un dragon quand je sens qu'il s'éloigne alors que ça me dessert ? Tu vois, c'est le truc le plus important et le plus fascinant. Parce que ce mode hypervigilance, qu'est-ce que ça produit concrètement ? Ça te fait agir avec des reproches, de la colère, des pics, des fois du dédain, voire du mépris. En gros, une énergie de dragon ou de hérisson. Tu te protèges car tu interprètes négativement ces actions. Tu interprètes ça comme un abandon et ça te terrifie. Alors comme tu es terrifié, tu attaques, tu montres les pics. Et évidemment, qu'est-ce que ça crée ? L'inverse de ce que tu veux. C'est quand même hallucinant, non ? Personne n'a envie de se rapprocher d'un dragon qui lance du feu toutes les 5 minutes. Et du coup, certainement tu t'es déjà dit, mais pourquoi je réagis comme ça ? C'est complètement débile. Évidemment que je vais pas avoir son amour si je lui envoie des pics en permanence, c'est contre-productif. Mais en fait, à ce moment-là, il faut vraiment comprendre que ton cerveau, il cherche pas de l'amour, il cherche de la survie. Et entre être aimé profondément et ne pas être abandonné, il va choisir ne pas être abandonné. Même si les stratégies qu'il utilise, c'est je vais me battre pour ça, pour ne pas être abandonné. Même si ces stratégies abîment la relation, créent de la distance et du coup confirment exactement ce que tu redoutes. C'est ce qu'on appelle en psychologie la prophétie auto-réalisatrice. T'as peur de perdre l'autre, donc tu surveilles, tu rumines et tu commences à attaquer. Ou au contraire à te refermer et à devenir froide, distante. Et l'autre sent tout ça et se protège, s'éloigne. Du coup, ton cerveau se dit « Ah, tu vois, j'avais raison, il s'éloigne, il m'abandonne ». Il voudra toujours confirmer ce que tu penses. Donc non, tu n'es pas quelqu'un de toxique ou de cassé, tu ne manques pas de maturité émotionnelle non plus ou d'indépendance, parce que quand tu es célibataire, tu l'as naturellement. Tu es juste dans un mode où la peur prend le dessus. Et tant que c'est la peur qui conduit, c'est ton amygdale qui est activée, c'est plus le cortex préfrontal et la compréhension intellectuelle hors ligne. Parce qu'on ne calme pas un système nerveux avec de la logique, on le calme avec de la pratique. J'y reviendrai tout à l'heure. Partie 2, non, ça ne vient pas toujours de l'enfance. Il y a un truc hyper important que j'ai envie de clarifier ici tout de suite parce que je trouve qu'on mélange beaucoup de choses et ça crée encore plus de culpabilité chez les personnes qui se pensent en dépendance affective. Souvent on entend, si tu es dépendante affective, c'est que ça vient de ton enfance. Si tu as un attachement anxieux, c'est parce que tu as manqué d'amour quand tu étais petit. C'est pas aussi binaire, loin de là. Déjà, faut clarifier une chose, c'est que attachement anxieux, c'est pas dépendance affective. Les deux sont liés, mais c'est différent. Et je le vois souvent en coaching. La dépendance affective, c'est simplement un degré plus intense dans la sphère de l'attachement anxieux. Donc ça, c'est attachement anxieux. Donc, checker les messages, ressentir vraiment une pression, une anxiété si la constance dans les attentions, les messages, la disponibilité de notre partenaire est fluctuante. Ça va faire fluctuer notre sensation de sécurité émotionnelle. Mais la dépendance affective, c'est à l'intérieur d'un attachement anxieux et c'est quand vraiment ça devient, la relation, l'autre devient carrément une béquille. Si la personne n'est pas là, on tombe. Tout comme une béquille. T'enlèves la béquille, tu tombes. Ok ? Donc ça veut dire qu'une personne qui a un attachement anxieux, elle a pas forcément une dépendance affective. Par contre, une personne qui est dépendante affective a forcément un attachement anxieux. La dépendance, c'est pas trop aimer l'autre. C'est s'appuyer sur l'autre, sur quelque chose d'extérieur, pour nous aider à tenir debout à l'intérieur. Un amour, ça donne quoi ? Ça donne une relation qui devient ton calmant, ton anxiolytique,
ton régulateur émotionnel principal. T'as juste oublié à quel point à l'intérieur de toi, t'étais déjà solide. Et ton calme dépend de lui. Ton humeur, ta joie dépend de la relation. Ta sécurité dépend du nombre de messages, de ses réactions, de sa présence, de sa disponibilité. Et là, on n'est pas juste dans je suis sensible, je suis hypersensible. On est vraiment dans j'ai besoin du lien pour ne pas m'effondrer. Si j'ai pas ma béquille, je tombe. Tu vois ? Et non, ça ne vient pas toujours de l'enfance. Et ça, c'est vraiment important parce que je l'entends beaucoup, partout. Et non, ça ne vient pas toujours de l'enfance. Pour ma part, par exemple, moi, ça s'est vraiment développé dans ma première relation. Alors, ça a été perçu déjà dans mon enfance et ça s'est réactivé vraiment très très fort et ça s'est consolidé, exacerbé dans ma première relation. Tu sais, genre de relation chaud-froid, hyper connexion suivi de rejet, des moments où c'était fusionnel, magique, presque mystique. Tu te dis mais c'est mon âme sœur et boum, le lendemain, froid, dur, l'amour conditionnel, hostile, tu dois marcher sur des œufs. Dans des relations comme ça, qu'on appelle les relations toxiques, en tout cas malsaines, tu vas avoir des fluctuations au niveau de ton système nerveux. Donc tu vas avoir des shots d'adrénaline, dopamine, sérotonine, c'est les moments fusionnels, on fait l'amour, c'est incroyable, on est des âmes sœurs, et boum, le lendemain, shot de cortisol, c'est l'hormone du stress. Après de nouveau, adrénaline, boum, c'est merveilleux, boum, cortisol, c'est horrible. Boum, c'est merveilleux, boum, c'est horrible, boum, c'est merveilleux, boum, c'est horrible. Et en fait, ça crée vraiment un dysfonctionnement à l'intérieur de toi et tu as associé la relation amoureuse à une inconstance. Donc ensuite, quand tu rencontres quelqu'un d'autre et que la relation devient beaucoup plus calme, qu'il n'y a plus ces up and down en dents de scie et que c'est beaucoup plus calme en fait. Quand il y a des moments de joie, c'est agréable et après quand il y a les dérégulations, ça ne descend plus aussi loin et aussi fort qu'avant. En fait, c'est plus comme une vague calme. Et ben là, tu vas paniquer ou alors tu vas commencer à te dire « Mais est-ce que je l'aime ? Mais c'est plat, je m'ennuie, c'est bizarre, je me fais chier avec lui. » C'est parce que ton système nerveux, il était habitué à ça. Donc il se dit que ça, c'est boring. Mais ça, c'est la vraie relation saine. Et tu peux prendre énormément de plaisir, voire encore plus de plaisir que là, quand tu apprends à être à l'aise là-dedans. La science a carrément prouvé que ça, répété sur plusieurs années, tu clames. Ton système nerveux ne peut pas supporter. Des fluctuations pareilles, c'est vraiment malsain, c'est très très mauvais pour la santé. Parce que tu as juste appris à un moment donné à t'appuyer sur la relation pour survivre émotionnellement. Et une béquille, ça se jette pas comme ça avec violence. Ce fonctionnement-là, il se désapprend doucement, en reconstruisant de la sécurité à l'intérieur, par la pratique. Partie 3, justement, comment on fait pour commencer à sortir de cette dépendance sur le terrain, concrètement, au jour le jour. Première clé, décrédibiliser la peur. Quand l'angoisse monte, par exemple, tu es toute seule à la maison, il n'a pas répondu depuis un moment, demande-toi, quel âge a la part de moi qui a peur à ce moment-là ? Sur quoi je base mon interprétation ? Est-ce que ça m'est déjà arrivé de faire ce qu'il est en train de faire sans que ce soit un désintérêt, mais juste parce que j'étais occupée ? Par exemple, il n'a pas répondu et tu le vois connecté sur Insta. Est-ce que toi aussi, ça t'est déjà arrivé de voir une notif, tu reçois un message et tu dis « Oh, c'est bon, je répondrai plus tard » parce que là, tu as juste envie de scroller sur le moment, tu n'as pas envie de répondre à un message. Et ça ne voulait pas dire que la personne n'était pas importante pour toi. Juste que le moment n'était pas adéquat. Le but là, c'est vraiment de ne pas laisser la peur, la colère et les fausses interprétations conduire ta relation et surtout conduire le comportement. C'est stopper avant le comportement. Piste 2, reprendre le pouvoir sur ta régulation émotionnelle. Respirer, revenir dans le corps, ralentir l'impulsion. Tant que ton système nerveux il est en alerte, tu répètes les mêmes schémas. Alors oblige-toi à ne pas agir, à ne pas envoyer de message. Tu mets le téléphone loin de toi tant que tu es sous l'émotion. Piste 3, arrêtez de confondre amour et soulagement. Ce qui me soulage n'est pas forcément ce qui me nourrit. Envoyer un message compulsif sur le moment, ça va te soulager. Le fameux « il faut que ça sorte, il faut que je lui dise »,
sauf que ça abîme le lien et ça vous garde dans le même cercle vicieux de j'agis comme un dragon, donc il s'éloigne, donc je suis encore plus blessée et j'agis encore plus comme un dragon, donc il s'éloigne encore plus et wow, stop. Tu vois, c'est comme gratter une plaie. Ça va te soulager sur le moment, mais plus tu grattes, plus tu empêches la cicatrisation. Et piste 4, revenir à soi sans se couper de l'autre. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas l'indépendance totale, c'est d'arriver à une interdépendance saine. À partir du moment où tu rentres en lien, tu deviens en lien, en interdépendance avec quelqu'un. Et donc, c'est créer plusieurs piliers. Tu vois, te recréer tes piliers, des pratiques somatiques, le sport, le breathwork, revenir dans le corps, mais aussi cultiver tes amitiés, avoir des projets qui te passionnent. Donc en conclusion, sortir de la dépendance affective, c'est pas renier ton besoin d'amour. Au contraire, c'est merveilleux ça. C'est apprendre à te redonner cette sécurité que tu as toujours cherché dans la relation quand tu étais en lien. Ça se construit pas à pas, avec les bons outils, avec la discipline sur le terrain. Merci pour les likes et les commentaires. N'hésite pas à me dire ce qui t'a le plus aidé dans cette vidéo et ce que tu vas mettre en pratique. Prends bien soin de toi.